Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Alain Minc. Bonjour. Bonjour. Tous mes voeux. Bonne année. Merci. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? Et nous souhaiter à tous? La même chose qu'à vous, que Donald Trump ne soit pas élu. Bon, on va en parler tout à l'heure. Je rappelle votre livre publié, c'était en novembre, Dictionnaire amoureux du pouvoir, chez Plon Grasset. J'ai noté 45e ouvrage. Je ne sais pas si vous l'avez déjà dit, vous faites penser à Woody Allen. Hein. Tous les ans, il y a un livre qui sort. Oui, mais comme il décline, vous me promettez un déclin certain. Ah, c'est un génie, hein. Pardon. Ça a été un génie. Ça a été un génie, c'est vrai que ça a été un génie. Beaucoup de films, évidemment, à voir et à revoir. Vous qui avez côtoyé, je reviens un peu au livre, vous avez côtoyé, conseillé nombre de chefs d'État. Qu'est-ce qui distingue, on parlera après de la conférence de presse d'hier soir, Emmanuel Macron de ses prédécesseurs? Ce qui le distinguait, c'était de ne pas avoir de trajectoire politique avant d'arriver et d'être à certains égards un ovni. Et d'une certaine manière, je trouve que, on parlera de la conférence de presse sans doute, mais je trouve que le coup qu'il a fait en changeant son gouvernement est un coup qui m'a beaucoup plu parce qu'on a retrouvé la fraîcheur du Macron d'il y a 6 ans et demi. C'est-à-dire quelqu'un qui n'est prisonnier d'aucune entrave et qui est capable d'audace. Et je pense qu'il a, de ce point de vue, il s'est redonné du capital politique. Pourquoi ? Le gouvernement d'Elisabeth Borne, étant entendu qu'Elisabeth Borne a été une très bonne première ministre, une femme très courageuse, et qu'elle rend un service formidable aux femmes, c'est qu'elle a effacé le mauvais souvenir des femmes au plus haut niveau du pouvoir, Édith Cresson qui l'a exercé, ou Ségolène Royal qui ambitionnait de l'exercer. Après Elisabeth Borne, personne ne peut dire que les femmes ne peuvent pas être tout en haut de la marche. Et ça, c'est un sacré legs et il faut lui en être reconnaissant. Mais son gouvernement était un gouvernement qui était à 9 voix d'une censure éventuelle de la part des Républicains. Bon. Le gouvernement Attal, qui penche clairement à droite. Qui penche à droite, avec en son sein, à la surprise générale, une icône de la droite. J'attends de voir comment ils pourront voter la censure. Donc Macron a desserré le garrot. Alors après, il reste... une absence de majorité. Oui, mais il va négocier. C'est immuable, hein. Ça la donne n'a pas changé. Oui, mais il va négocier, ça transforme les LR en force d'appoint, sans risque, quoi qu'ils disent, que le gouvernement ne saute. Ça, c'est le propre des coalitions. Alors là, ce n'est pas une coalition explicite, c'est une espèce de coalition écrite à l'encre sympathique. Il demeure une question fondamentale que l'opération de Macron ne traite pas, et qui vise la prochaine présidentielle. Si le camp modéré, c'est-à-dire grosso modo le camp macroniste et la droite démocratique, a 2 candidats, le risque est très grand d'avoir un deuxième tour Le Pen-Mélenchon. Donc, quel est le processus qui peut amener le camp modéré, qui ne compte aujourd'hui que 30 à 32% des voix, à avoir un seul candidat? Ça, c'est une question politique dont je n'ai pas la réponse, mais elle est, à mes yeux, fondamentale. Ouais, mais c'est une question qui va se... On n'imagine pas que les choses se passent dès maintenant, ça se fera à la fin, quand tout le monde se rendra compte qu'avec les sondages, proche de la fin, que les sondages montrent effectivement ce que vous dites et qu'il faudra bien... Croire que les sondages feront la discrimination, il ne faut pas se leurrer, je veux dire, la situation de 2022 ne se reproduira pas. Dans les 32%, vous aviez 26% Macron, 27% Macron, 5% Pécresse. Ouais. Ce ne sera jamais la même situation. Macron était président sortant et il y avait l'Ukraine. L'équilibre entre 2 candidats venant, un des macronistes et l'autre de LR, est un équilibre qui sera beaucoup plus proche, quels que soient les candidats. Et donc le risque, c'est qu'aucun des deux n'atteigne 20%. Et à 20%, vous n'êtes pas au deuxième tour et vous avez un duel qui nous déshonorerait aux yeux du monde, c'est-à-dire un duel Le Pen-Mélenchon. Ouais. Vous le dépeignez, comme ce sont vos écrits, Emmanuel Macron, dans votre livre, un président de plus en plus lointain à force de se croire solaire. Mais hier, lors de la conférence de presse, et j'y reviens, il a mis la main à la pâte, il était au centre du jeu, dans l'arène. Oui, mais il a pris son pied hier. Il a pris son pied parce qu'il a aimé ça comme il avait aimé le grand débat. Bon, alors, il repassait en 2h30 son 44e grand oral de l'ENA. Voilà. Il le fait bien, ça c'est évident. Est-ce que cette conférence de presse, elle permet ou pas de battre un peu en brèche cette idée que ce deuxième quinquennat est enlisé, encalminé? Parce qu'il y a eu beaucoup d'annonces hier. Hein.
un peu dans tous les sens d'ailleurs. Il y a une habileté, hein. C'est qu'une bonne partie des annonces relèvent du domaine réglementaire et pas du domaine législatif. C'est pas le fait du hasard. C'est pas le fait du hasard, j'ai dit une habileté. Les habiletés ne sont jamais le fait du hasard. Ouais. Bon, donc c'est de dire la responsabilité est sur le gouvernement. Donc on va voir, mais il a ouvert des chantiers qui ne donneront pas de réponse dans les 2 ans. Mettre fin à la paperasse française, oui. Oh, vaste débat. Ouais. Mettre fin de simplification, on l'a entendu. Oui, mais ça, on connaît ce genre de choses, même si vous avez quelques mesures de ci, de là, ça ne changera pas la phase des choses. Alors, au fond, il a dit des choses que dans 2 secteurs réellement. L'éducation, oui. En revenant à une conception très traditionnelle de l'éducation, mais moi je suis d'accord. Je pense que, vous savez, vous passez votre temps, en tant que journaliste économique, à vous préoccuper de la dégradation potentielle de la note de la dette française. Il y a eu une autre dégradation, elle est peut-être pire encore, c'est notre dégradation au classement PISA. C'est-à-dire, nous reculons, et nous reculons, y compris dans des disciplines comme les mathématiques où nous excellions. C'est générateur de problèmes à terme, de difficultés, de recul, de baisse de la productivité, outre le fait que c'est humiliant. Pour un grand pays qui se voulait un pays de l'esprit, c'est humiliant. Donc, quelle réponse alors il apporte? La réponse... Parce que la tenue c'est une chose, mais... Non, mais la tenue c'est une chose. La réponse c'est on revient au mérite. On arrête de considérer que c'est la psychologie de l'élève qui est la norme de toute chose. L'école est là pour apprendre des savoirs. De la même manière que je pense qu'il faut dire qu'on revient à la méritocratie. Je pense qu'on pourrait dire qu'il faut que les élites soient constituées d'une manière ouverte avec des exemples de promotion, mais que les élites c'est nécessaire. Enfin, ça suffit. Je veux dire, l'espèce de mollesse et de compassion en matière éducative égalitariste aboutit à ce désastre. Ouais. Après, il y a eu beaucoup, je reviens sur les annonces, encore une fois, qui penchent là aussi largement à droite, et ce n'est pas le fait du hasard. Réforme économique et sociale à la main, notamment une loi Macron 2 sur la croissance pour lutter contre les rentes, les normes, les seuils, les délais, on en a parlé un petit peu. Acte 2 de la réforme du marché du travail aussi, pour aller vers le plein emploi. Et puis aussi la rémunération mérite, plus de rémunération mérite dans la fonction publique. C'est une révolution. S'il y arrive, c'est une révolution. On a déjà entendu ça sous Nicolas Sarkozy. Mais il y a déjà eu un progrès qui avait été fait par la réforme que lors du premier quinquennat, M. Dussopt avait sous les radars menée, en particulier en introduisant la notion de contrat de moyenne durée à l'intérieur de la fonction publique. C'est qui est d'ailleurs le régime d'une administration qui fonctionne extrêmement bien et qui est l'armée. L'armée est une des administrations les plus modernes de France. Les gens ne le savent pas. Ils imaginent, parce qu'il y a des uniformes, que c'est le monde d'hier. C'est pas vrai. Dans l'armée, vous partez au bout de 15 ans, très souvent, très souvent. C'est une administration qui forme les gens. À certains égards, elle est exemplaire. Et si maintes autres administrations fonctionnaient comme l'armée, le pays irait mieux. Je n'ai pas dit la militarisation, n'interprétez pas mon propos. J'ai dit le fonctionnement intrinsèque de la machine administrative. En tant qu'organisation. En tant qu'organisation. Je reviens à l'idée qu'il faudra quand même faire voter tout ça à l'Assemblée nationale. Et la question des choses. Mais il le fera voter. Ces mesures de droite, alors la droite, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle voter contre. Donc elles passeront. Il faudra leur donner 3-4 satisfactions sur 3 amendements. Plus vous dites ce sont des mesures de droite, plus vous voyez bien que le gouvernement n'a pas de risque à les faire passer. Il veut tailler, il a dit le président, dans le vif des dépenses inutiles, au-delà des mots. Est-ce qu'il osera passer à l'acte, sachant la dégradation de nos comptes publics? C'est un travail de Sisyphe. Et je pense que c'est un problème posé de manière hypocrite. La réalité, c'est quoi? Et que le Covid nous a montré. Nous manquons d'infirmières, nous manquons de médecins, nous manquons d'enseignants, nous manquons de flics, nous manquons de magistrats, et on peut poursuivre l'échantillonnage longtemps. De l'autre côté, on a un déficit qui devient insupportable et une dette abyssale. Donc, comment vous joignez les deux bouts? Première réponse, et c'est pour ça que la réforme des retraites était absolument essentielle,
une manière de faire travailler les gens davantage. Seule réponse. Deuxième réponse, du même titre, et je trouve qu'en parlant du marché du travail, il n'a pas assez insisté sur cet aspect, augmenter le taux de travail des seniors, qui est anormalement bas. Le taux d'emploi. Le taux d'emploi des seniors, c'est-à-dire les seniors demeurant au travail. Qui a un peu augmenté, mais qui reste largement. Oui, mais qui resterait 10 points en deçà de l'Allemagne. Oui. Bon. Mais ça c'est fondamental, parce que vous générez de la croissance. Donc, quelle est la seule réponse, dans la mesure où on ne peut pas manier la hache dans les dépenses publiques? Je veux dire, on ne va pas dire repartir dans un schéma, on supprime un poste de fonctionnaire sur 2. C'est qu'il faut élever, pour parler comme les économistes, le niveau de croissance potentielle. C'est à terme la seule vraie réponse. Mais ce sont des choses qui ne se font pas du jour au lendemain. Dans les souhaits, je reviens au début de l'interview, que Donald Trump ne soit pas élu, vous nous avez dit, il a remporté haut la main cette première primaire, caucus républicain dans l'Iowa. Il est en tête dans les sondages, on est à 9 mois d'élection bien sûr, dans les swing states. Donc son élection est vraisemblable. Non, elle est plausible. Elle est plausible. Non, les mots ont un sens. Non, mais la vérité, c'est que ni vous, ni moi, ni quiconque ne peut prévoir une élection qui, comme toujours aux États-Unis, va se passer dans 5 cantons, dans 5 swinging states. C'est-à-dire, va se passer sur 200 ou 250 000 électeurs marginaux qui vont faire l'élection. Donc, il faut raisonner avec les deux hypothèses et arrêter de dire ce sera celle-là ou pas l'autre. Trump a au moins une chance sur 2 d'être réélu. Comment on explique ce succès qu'il a auprès des ouvriers, des classes populaires et de l'électorat rural? Parce qu'il a mené... Parce qu'il est de bonne loi ici, évidemment, d'avoir une pince à linge sur le nez, mais il faut comprendre aussi les raisons. Il a appuyé sur la pédale sur laquelle appuient tous les populistes, y compris ici les populistes d'extrême droite, qui est de capitaliser l'insatisfaction de catégories qui ont, alors aux États-Unis, été pénalisées dans la redistribution des richesses. Les États-Unis sont devenus un pays de plus en plus inégalitaire, à des années-lumière à cet égard de la France. La France, le degré d'inégalité en France ne s'est pas accru depuis 20 ans. Après redistribution. Oui, la réalité, c'est évidemment après redistribution. Donc il a surfé sur cette insatisfaction. Et puis il a surfé sur une évolution de la société américaine qui est cette espèce de religiosité complètement folle qui aboutit au poids des évangélistes. Il a surfé sur le talent de battleur et de simplification propre à tous ceux qui aspirent à un pouvoir un peu dictatorial. Vous savez, les dictatures sont arrivées dans l'histoire du XXe siècle, certaines d'entre elles, par le suffrage universel. Alors attendez, je ne suis pas en train de vous dire que Trump est Hitler, mais je pense néanmoins une chose. On m'aurait dit, il y a 30 ou 40 ans, est-ce que tu imagines un jour que la démocratie américaine puisse être en risque? Et j'aurais dit le titre. Pourquoi est-ce qu'elle est en danger? Elle est en danger parce que il ira au bout s'il est élu. Trump saison 2, comme on dit pour les séries télévisées, ça ne sera pas Trump saison 1. Saison 1, il arrive, il ne connaît rien. Il est obligé quand même de s'appuyer sur le système. Saison 2, il aura ses hommes à lui, il sait comment ça fonctionne, et donc il ira beaucoup plus loin. Cour suprême à sa main. Les hasards ont fait qu'il a pu désigner 3 membres de la Cour suprême qui sont là à vie. Donc il a 6 voix sur 9. Un congrès dont rien ne dit que les 2 chambres resteraient démocrates, ou même qu'une d'entre elles restera démocrate. Les pouvoirs exécutifs du président, le culot, le sentiment que rien n'est impossible, les équilibres. Je ne dis pas que les États-Unis deviendront une dictature, mais ça deviendra une démocratie un peu illibérale. Or, les démocraties illibérales, ça laisse des traces. Regardez ce qui se passe aujourd'hui en Pologne, c'est très intéressant, qui est la seule nouvelle réjouissante qu'on ait eue depuis des mois, qui est que le parti libéral, européen, démocrate, a repris le pouvoir sur un parti populiste qui a abusé du pouvoir depuis 8 ans. Mais il faut voir comment c'est difficile. Après, il faut parfois se mettre en limite de l'état de droit pour ramener l'état de droit, ce que fait avec beaucoup de courage M. Tusk. Donc, si les États-Unis, qui sont la démocratie
exemplaire, la démocratie d'ancrage pour tout occidental. Si les États-Unis faceillent, nos propres démocraties seront menacées. Mais en quoi il y a un risque démocratique pour l'Américain? Après, moi je vois les conséquences pour nous, Européens, s'il sort de l'OTAN ou s'il ne respecte plus l'article 5. On y viendra. Mais le risque démocratique pour les parce qu'il privilégie le Made in America, les taxes douanières. Non, mais ça, le propre des pouvoirs illibéraux, c'est souvent de donner des satisfactions économiques. Il n'empêche que la liberté dont les États-Unis ont représenté l'exemple ultime, le point d'ancrage, ne s'exercera plus dans les mêmes conditions. C'est une évidence. Regardez quand même, déjà dans le premier mandat, la manière dont il s'est comporté quand il y a eu des incidents raciaux, la manière dont le chef d'état-major des armées a refusé d'intervenir quand il lui a demandé d'intervenir en dehors des pouvoirs dévolus à l'armée. Alors en effet, le chef d'état-major a résisté à l'époque. Le nouveau Trump, il trouvera son chef d'état-major. Il trouvera toujours un complice à mettre là. Ah non, ce sera une sacrée partie, elle ne sera pas gaie. Alors quant à nous, il faut bien partir du fait qu'au début de la saison 1, il avait dit l'article 5 de l'OTAN n'est plus automatique. Or, l'article 5, c'est quoi? Toute attaque contre un des membres de l'OTAN est considérée comme une attaque contre tous les membres de l'OTAN et appelle donc une réponse collective. Bon. Ça, il l'avait dit, puis mezza voce, c'est resté dans les limbes. Il leur dira d'une manière beaucoup plus dure. Qui vous dit qu'il ne voudra pas retirer une partie des forces américaines aujourd'hui implantées en Europe? Donc nous serons seuls, nous, c'est-à-dire nous, les Européens. Or, aujourd'hui... Face à Poutine. Or, aujourd'hui, militairement, nous sommes en réalité en situation d'insuffisance parce que nous n'avons que des forces nationales. Alors, à ce moment-là, néanmoins, il se passera quelque chose de très particulier pour la France. La France est le seul pays membre de l'Union européenne qui a une force nucléaire autonome. Et donc toute la question est de savoir quelle sera la conception que la France, à ce moment-là, aura de ce qu'elle appelle ses intérêts vitaux, c'est le terme qui est employé, c'est-à-dire les intérêts qui, mis en cause, appelleraient une réaction nucléaire. Au-delà de l'Hexagone. Ça veut dire au-delà de l'Hexagone. Et aujourd'hui, chacun sait bien que la carte des intérêts vitaux est au-delà de l'Hexagone, mais personne ne connaît la frontière exacte qui est en réalité dans les... Jusqu'où va la frontière? Personne ne le sait, vous me direz. Et alors, est-ce que nous considérons que la frontière de l'Union européenne est la frontière de nos intérêts vitaux? Je ne dis pas qu'il faut dire oui, je dis que ce sont des questions comme ça qui se poseront. Dans cette partie-là, la France a une particularité, un avantage stratégique qu'aucun autre État n'a, puisque ce n'est pas le fait que l'Angleterre soit en dehors de l'Union. Sur les sujets stratégiques, elle est en Europe, sauf qu'en réalité, la force nucléaire britannique est un appendice de la force nucléaire américaine. Donc les Anglais ne sont pas libres. Grâce soit rendue à cet égard. On dit toujours au général de Gaulle, l'ambition nucléaire française, elle commence plutôt sous Pierre Mendès France, sous la 4e République. Elle est poursuivie par le général de Gaulle, elle est sanctifiée par François Mitterrand. Grâce leur soit rendue à tous. Je reviens sur l'économie, parce que voilà, Ecorama, l'émission qui vous simplifie l'économie, on a ce prisme-là. Cette année, la stratégie, c'est l'économie. Cette année, les enjeux stratégiques sont les enjeux économiques. C'est-à-dire les sujets... il y a un an, tout le problème était endogène à l'économie. Cette année, les risques économiques sont essentiellement d'origine stratégique. Et donc géopolitique. Géopolitique. Je reviens sur l'idée sur Donald Trump qui a eu du succès, encore une fois, en 2016 avec ses baisses d'impôts, ses taxes douanières. Pourquoi ça ne remarcherait pas aujourd'hui s'il avait les mêmes recettes? Et d'ailleurs, on se souvient, l'économie allait bien sous Donald Trump. La bourse avait monté. Il n'y a pas eu de drame. Non, mais il baissera sans doute à nouveau les impôts. Il essaiera de faire ce type de relance. Reste que sa politique, en termes de commerce extérieur, risque d'être très protectionniste. Donc nous en souffrirons. Toute atteinte protectionniste à l'économie la plus puissante du monde nous fait souffrir. Sa politique à l'égard de la Chine, on ne sait pas où elle sera. Mais c'est vrai que le domaine économique est le domaine où Trump serait le moins dangereux. C'est une certitude.
Il y a des bons résultats, encore une fois. Joe Biden a de bons résultats économiques. Mais Joe un taux de Biden, chômage... ouais, vu par moi, et sur le plan stratégique, le meilleur président depuis Truman, et sur le plan économique, le meilleur président depuis Roosevelt. C'est un président qui a défendu les intérêts des États-Unis d'abord et de l'Occident ensuite d'une manière exemplaire. Ouais, avec des résultats économiques, encore une fois, bas taux de chômage, des bas salaires qui sont en progression, mais ça ne lui profite pas, sa cote de popularité est plus basse que celle de Trump au même moment. Pourquoi les Américains? Oui, écoutez, certains disent que c'est à cause de l'inflation qui a fait très mal. On verra. Jusqu'à présent, il a gagné toutes les élections. Hein. Jusqu'à présent, Biden a gagné Notamment toutes les élections face à Trump. Il a gagné contre les pronostics de tous les augures, les mid-terms. Donc, on verra. Ce que me disent mes amis américains, ils me disent Biden est le meilleur candidat contre Trump et le plus mauvais candidat contre tout autre candidat républicain. Mais si Mme Haley était candidate, à ce moment-là, l'enjeu devient banal. Mme Haley, elle ne toucherait pas à la démocratie américaine si elle était élue, et elle ne toucherait certainement pas à l'Alliance Atlantique. On serait dans un débat classique et à la limite, peu importe le résultat. Bon, on en reparlera quand vous reviendrez nous voir. En tout cas, merci pour cet entretien. Alain Minc, je rappelle votre livre « Dictionnaire amoureux du pouvoir » chez Plomb Grasset, 45e ouvrage signé Alain Minc. Merci beaucoup. Merci à vous.